Dès l'arrivée des chemins de fer en France, l'État a montré un intérêt à leur développement. La gare de Paris-Est fut le terminus d'une des lignes originales proposées en 1842 et en mai 1994, elle fut le témoin du départ d'un circuit célébrant une autre réalisation d'importance nationale, l'inauguration du tunnel sous la Manche. La mise en place du réseau national fut réalisée dans un cadre où l'État faisait l'acquisition des terrains, assurait le terrassement, construisait les ponts et les bâtiments et louait l'ensemble à des compagnies privées qui devaient, elles, fournir le ballast et la voie et assurer les opérations dans les meilleures conditions, et ce, avec un bail de 99 ans. En 1859, d'autres lignes moins importantes furent proposées dans un cadre un peu différent et furent essentiellement construites par les 6 grandes compagnies initiales. La dernière étape du développement intervint en 1865 lorsque le cadre des lignes dites d'intérêt local fut mis en place. De multiples lignes virent le jour, construites à peu de frais, et les premières victimes du développement de l'automobile dès les années 20. Ici, la 140C 231 de l'Ajecta rejoint la Pacific 231G 558 du PVC et continue sur Calais. Le lendemain matin, elles reprirent le chemin de la capitale et on les voit au départ de Calais-Maritime, une gare désormais déchue. Les participants au circuit avaient eu l'occasion de visiter le nouveau terminal du tunnel dont la mise en service signifiait la déchéance des gares de Calais et Boulogne-Maritime. L'un des tests les plus étonnants effectués avant la réception définitive du tunnel fut l'utilisation de la 230G 353 de la SNCF comme générateur mobile de fumée. À partir de Noyelles, les 2 machines se séparent. La Pacific Compound ex-État continuant vers Rouen-Rive droite, puis le dépôt de Sotteville, la machine de l'Ajecta vers Paris. Dès les années 30, quelques-unes des compagnies originales se retrouvèrent au bord de la faillite et c'est l'État qui les prit en charge comme chemin de fer de l'État. La plupart des concessions à 99 ans devaient expirer dans les années 50, ce qui n'encourageait pas les investissements, pas plus d'ailleurs que le marasme économique de la période. Les grandes compagnies devinrent la SNCF en 1938 et 5 puis 6 régions furent créées, suivant approximativement le découpage des anciennes compagnies. C'est l'Est qui devient la région 1 et constitue donc un bon point de départ pour notre examen détaillé de la SNCF dans les années 60. Les pistes de feu furent un motif d'électrification. Ces scènes prirent le Paris en 68, peu de temps avant la première opération de renouvellement du matériel roulant, seulement une des composantes de la modernisation générale de l'ensemble. Sur l'Est, la vapeur avait déjà été largement éliminée de la banlieue de Paris en 1962, mais une ligne a survécu en vapeur jusqu'en 1969, dans l'attente de son intégration au nouveau RER. Il s'agit de la célèbre ligne de Paris-Bastille, d'environ 22 km, équipée de locomotives Tender 131 TB qui circulaient bizarrement, cabine en avant. Ces machines réversibles avaient été transférées d'autres lignes de l'Est, remplaçant les 131 TB originales, nom de la ligne non réversible. Ces scènes furent filmées à Vincennes, à proximité du dépôt de Nogent, dernier dépôt vapeur de l'Est en région parisienne. La ligne fut intégrée de la ligne B Est-Ouest du RER, mais la portion entre Paris-Bastille et Vincennes fut complètement abandonnée. Sur la ligne principale de l'Est, les express Paris-Bâle étaient encore en partie assurés à la base entre et Chaumont par les superbes 241P. À Belfort, une P a été coupée de son train pour aller chercher les 2 voitures en provenance de Delle à la frontière suisse, à une vingtaine de kilomètres de là. La section de 50 km que la Mountain vient de franchir devait être électrifiée en 25 kV dans le plan d'électrification Mulhouse-Dole
destiné à accélérer le trafic entre l'Europe centrale et l'Est de la France et à permettre un parcours électrifié de Paris à Bâle via Dijon. 20 locomotives électriques étaient supposées remplacer 52 locomotives à vapeur. Dans les années 60, la décision de 1954 d'électrifier les principales lignes de la SNCF avait été largement mise à exécution, mais comme il n'y avait pas de plan de dieselisation à court terme, un certain nombre de lignes principales de deuxième importance allaient garder la traction vapeur jusque dans les années 70. Paris-Belfort via Chaumont faisait partie de ces lignes dont le trafic ne garantissait pas l'investissement de l'électrification et serait destiné à la diesel. Ici, nous voyageons sur le train 42 qui quitte Belfort à 13h01, une mission standard pour les 241P de Chaumont jusqu'en mai 68. Le train a été formé à Chiasso, à la frontière italo-suisse, et la Mountain l'a pris en charge à Mulhouse. Elle sera remplacée par une diesel à Chaumont pour le parcours vers Paris, où le train arrivera à 18h22. La locomotive se dirige vers le dépôt tandis qu'une 140C passe en tête d'une marchandise se dirigeant vers l'est. Le principe entre Chaumont et Mulhouse était assuré à la vapeur. Une autre 241P vient se mettre en tête, le train 45 quitte la gare et un autre jour, on voit le même train passer devant le dépôt. À cette époque, il n'était pas rare de voir aussi les trains 43 et 44 assurés par une vapeur. La machine du train 42 rentre au dépôt après avoir assuré un parcours de 228 km. Pour les amateurs, c'était assez pratique, car les trains 42 et 45 passent à l'intervalle. Au dépôt, on voit des 241A délabrés et parmi les Mountain, quelques Mikado. Ces 141P étaient le fin du fin avant l'arrivée des 241P. Les machines de la CFTA, successeur de la Société Générale des Chemins de Fer Économiques, apportent une note contrastée. 14 130B Est, datant de la fin du XIXe siècle, étaient alors utilisés sur les lignes rayonnant autour de Gray, au sud-est de Chaumont, où la société est basée. Et ces machines, qui furent construites comme des 030, furent les dernières 130 en service en France. Elles furent remplacées par des machines plus modernes, surtout des 140C, datant de la Première Guerre et dont beaucoup avaient été en Grande-Bretagne. En mai 72, la 140C-38 assure une marchandise de Troyes à Châtillon-sur-Seine et plus tard dans la même journée, elle assure la traction du train 2539 dans la même direction. Cette locomotive, en activité jusqu'en juillet 1975, a assuré le dernier train commercial en traction vapeur en France. La compagnie CFTA continue de gérer la plupart de ces lignes qui assurent encore un assez important trafic de produits agricoles. Le trafic transmanche et la nature industrielle de la région ont fait que le Nord a été l'une des plus prospères parmi les compagnies originales. La grandiose gare du Nord constituait l'accès à la Grande-Bretagne et maintenant c'est le terminus parisien des services du tunnel sous la Manche. Dès les années 60, l'électrification des principales lignes Nord les trains à grande distance étaient assez mineurs, mis à part les lignes classiques des rames TEE allemandes qui attendaient le départ vers Hambourg. Le dépôt de Joucherolles, situé à environ 5 km du terminus Paris-Nord qui fournissait les 141 TC, des machines uniques qui assuraient le service de banlieue vapeur le plus moderne du monde. Les départs simultanés n'étaient pas rares. Il était même parfois possible de voir 3 TC en parallèle.
dû être un bon candidat à l'électrification, mais la distribution Cossard des machines conçues pour assurer un démarrage rapide et l'utilisation de rames réversibles Talbot ou Nord rendaient difficile l'amélioration du service. 72 TC ont été construites à partir de 1932. Les 2 lignes vers Persan-Beaumont, les lignes nord vers Pontoise et toutes les lignes vers Hermont-Aubonne ont ainsi été équipées. Voici la première station, Saint-Denis. Une autre unité va chercher sa rame, les machines étant toujours disposées du côté province afin d'éviter de remplir le hall de fumée. Hermont-Aubonne était au confluent de 5 lignes, y compris une liaison avec la région ouest vers Argenteuil. Un train Paris-Nord passe à toute vitesse. Les poteaux de l'électrification sont déjà en place. La mise sous tension se fera par étapes, l'électrification Pontoise-Creil assurant la liaison entre les systèmes 25 kV des régions nord et ouest. Une autre TC approche de Valmondois où la ligne de Pontoise rejoint la précédente. Elle est suivie par un autre train vers Paris. Dans les années 60, le système s'étendait jusqu'à Persan-Beaumont. Là, une TC se place en tête de son train après un passage au dépôt, un établissement dépendant de Joncherolles dans lequel 2 autres unités attendent leur tour. En gare, un autorail. Et nous retournons vers Saint-Denis via Montsou-Maffliers en réversibilité dans la cabine. Pour ce voyage de retour, le chauffeur contrôle le démarrage et l'accélération et le mécanicien, dans la cabine de conduite à l'avant, contrôle le freinage. Les TC furent les dernières machines à vapeur en service courant à Paris, survivant jusqu'en décembre 70, un hommage aux ingénieurs du Nord qui ont su concevoir en vapeur un service équivalent à celui assuré ailleurs en traction électrique. C'est la fin de la vapeur à Paris. Mais est-ce une raison pour boire ? Les services de banlieue vers Creil furent électrifiés dès 1959 dans le cadre de l'électrification Paris-Amiens. C'est à Amiens que les trains Paris-Calais ou Paris-Boulogne passaient à la traction vapeur. Le dépôt de Longo est situé à environ 5 km au sud d'Amiens, à la jonction des lignes Paris-Lille et Paris-Boulogne par Amiens. Une 231K fait des manœuvres au dépôt avant qu'une autre Pacifique en tête de son train en gare d'Amiens en 1967. De là, la ligne vers les ports de la mer du Nord est peu importante malgré le trafic international vers la Grande-Bretagne. La SNCF était en train d'électrifier des lignes principales et à la fin de l'année, environ 9000 km étaient sous tension, représentant seulement 23% du réseau, mais 74% du trafic. Une 141R arrive. Comme la SNCF insistait sur les travaux d'électrification, les lignes à dieselisé connurent un été indien de la vapeur et restant un des derniers bastions de la vapeur en ce qui concerne les services voyageurs de grandes lignes, avec même est devenue en quelque sorte la Mecque des amateurs. Là, c'est la G qui démarre. Notre étude de la ligne inclut de l'action filmée de 1966 à 1970. Là, une 141R passe Étaples en direction du nord. Juste au sud de la gare, une autre R traverse la Canche en route vers Amiens. Ces Mikado américaines étaient limitées à 100 km/h, empêchant leur mise en œuvre sur les rapides. Une autre unité passe la courbe au fort d'Evere à Étaples et se prépare à s'arrêter avec un train pour Boulogne. Ces R devaient devenir la dernière série de machines à vapeur en service sur la SNCF. Un peu plus au nord, on trouve le cimetière militaire britannique et une R passe.
dans ce qui est pour beaucoup le summum des Pacifiques en tête du summum des trains, la 231 E22. Chapelon en tête de la Flèche d'Or, le train 82. Les premières E furent reconstruites sur la base de machines PO Midi et 28 machines supplémentaires furent construites à partir de 1936 pour le Nord. Des E ont assuré les trains les plus rapides du Nord jusqu'en 1967, date à laquelle elles furent remplacées par des machines ex-PLM, moins puissantes mais moins complexes. Cette K de la région sud-est a été l'engin de traction type des trains rapides du Nord jusqu'à la dieselisation en 1969. Vers la fin, certains horaires furent assouplis pour R et la flotte de Pacifique fut réduite à 8. Ici, une R grimpe la rampe de 7,5 pour 1000 près de Dun, mais une autre R arrive au sommet depuis le nord. Les 141R furent les locomotives les plus nombreuses de la SNCF. C'étaient des machines conçues pour tous les services sur toutes les régions et leur qualité de robustesse, la facilité de leur maintenance a fait que la série est devenue le standard de la SNCF dans les dernières années de la vapeur. En 1966, la moitié du parc vapeur de la SNCF est situé de R. Les roues à rayons sur tous les essieux identifient cette unité comme une des 700 premières livrées. Une paire d'américaines, comme les appelaient les équipes de conduite, approche du pied de la rampe avec un train de marchandises, sans doute en provenance des aciéries de Boulogne. À Esdigneul, une autre aire se dirige vers le sud. En avant-plan, c'est la ligne de Dèvres, qui se séparera de la ligne principale vers l'est au sud de la gare. Sur cette ligne assez peu fréquentée, les trains partaient de Boulogneville et ici on voit le train de 18h26 assuré par une autre aire. Le retour était assuré le matin par 2 trains. La dernière gare avant Boulogne est Pont-de-Brique, où une Pacifique ex-PLM assure le train 84 qui double la Flèche d'Or et part à 14h24, soit 10 minutes après le train 82, la vraie Flèche d'Or. Les 2 trains étaient alors assurés par des Pacifiques du dépôt de Calais. Le train 19, la Flèche d'Or de 12h30, en provenance de Paris, passe Outreau. Outreau est situé en bordure de Boulogne au sud et une 050 TQ assure un service pour les aciéries. Le Nord bénéficiait sur place de grandes réserves de charbon, mais après la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement s'est mis sur les réserves pour l'industrie de l'acier et a demandé à la SNCF de réduire sa consommation. À l'époque, la SNCF et l'ingénieur Chapelon travaillaient sur des développements comme la 242 A1, une machine compound de 5500 chevaux, mais ce furent les 141R qui devinrent les machines standards malgré leur fort appétit pour le charbon. Ici, une autre R se dirige vers Amiens. Juste au nord d'Outreau, la ligne vers Boulogne-Maritime se dirige vers la gauche. En voyageant par le train sur cet embranchement, on avait une jolie vue du dépôt de Boulogne. Les services d'été y étaient assurés par des R. 4 trains étaient prévus à l'horaire, tous en traction vapeur et destinés à assurer la correspondance avec les bateaux Boulogne-Folkestone, assurant des liaisons entre Le train 24 quittait Boulogne-Maritime à 13h21, mais la plupart de ses passagers avaient quitté Victoria à 9h. Comme ici, l'embranchement voyait donc fréquemment des trains. Les trains impairs avaient quitté Paris-Nord à 10h45 et à 13h40, tandis que le deuxième train pair était le train 28 qui partait pour Paris à 15h30. La 141R 357 était l'une des 700 premières machines, celle-ci livrée par ALCO. Leur conception suivait les habitudes américaines avec diverses modifications pour s'adapter au service SNCF.
En tout, c'est 30 unités qui furent construites. Là, c'est une unité provenant d'une livraison plus tardive qui quitte le terminus. Des différences mineures sont visibles. Certaines machines américaines et toutes les canadiennes disposaient de roues Boxpock, de boîtes à rouleaux et d'un échappement Killsham. Les 140R, construites au Canada, étaient à l'origine toutes chauffées au fioul, mais plusieurs furent transformées pour le charbon avec un stocker, selon les préférences du Nord. Deux R passent. Ce train pour Paris va rejoindre la ligne principale près d'Outreau. Sur la ligne principale, une XPLM prend la courbe sur le pont qui enjambe la rivière à l'entrée de Boulogneville. La liane a dû être détournée lorsque la gare de Boulogneville a été créée. Une autre car arrive de Paris et entre dans la nouvelle gare ouverte en 1966 qui a eu pour résultat la fermeture de la gare-ville originale, mal placée, et le déclassement de Tinguiry assez exigu. La plupart des trains de grande ligne s'arrêtaient afin d'éviter la gare-ville originale. Une autre K, ou peut-être une G, les deux types étant virtuellement identiques, assure la Flèche d'Or pair. C'est des reconstructions assez sommaires de machines anciennes. Les C sont devenus les D et les G, les K. Les H furent les Pacific PLM les plus puissantes, mais seulement 30 unités furent construites, manque d'argent. À droite, on distingue l'ancienne plateforme vers la gare-ville, tandis qu'une Mikado fonce vers Tinguiry et Calais. On remarque du vieux matériel ex-PLM à 3 essieux reconstruits. À peu près 6 km au nord de Boulogne, on trouve la tranchée de Wimereux où une R descend en direction de Boulogne avant qu'une autre R ne passe en route vers le nord. Vers Calais, la ligne pénètre à l'intérieur des terres, à travers les collines de Crais, avant d'attaquer la célèbre rampe de Caffier à 8 pour 1000. Après le sommet, une Pacific PLM fonce vers Calais. Même dans les années 60, la ligne Amiens-Boulogne-Calais n'était candidate à l'électrification que dans le cas où le tunnel sous la Manche viendrait à être réalisé. Lorsqu'il le fut, seule la courte section entre Boulogne et Calais fut finalement électrifiée. Nous sommes maintenant aux abords de Calais et une R assure un train impair entre les Fontinettes et Calais-Ville avant qu'une Pacifique ne prenne la courbe en direction de Caffier et Amiens. Le dernier refuge des Pacifiques sur la SNCF fut Calais. Ici, sa 030 TU, héritée de l'armée américaine en 1945 et des 040D des G8 prussiennes héritées, elles, après l'armistice de 1918, se mêlent aux inévitables 141R et à quelques Pacifiques. Même après la mise hors service des Pacifiques en 1969, le dépôt de Calais restera vapeur en totalité. Une R arrive à Calais-Ville en provenance de Boulogne. Sur la droite, on voit le dépôt qui malheureusement a disparu depuis, laissant la place à un terminal motorail. Calais-Ville dessert la ville, mais la ligne continue sur environ 3 km vers Calais-Maritime à une distance de 299 km de Paris. À Calais-Maritime, une R quitte le dépôt.
Même après l'arrivée des diesels, ces Mikado ont continué à assurer des services vers Lille et entre Calais et Amiens. Par exemple, sur le train de 5 au départ de Calais vers Amiens et Paris, et de 14h27 au départ d'Amiens vers Boulogne et Calais. Certains services locaux sur Boulogne sont aussi restés entre les mains des équipes vapeur, tandis que d'autres étaient pris en charge par les autorails. Et ce n'est qu'en 1971 que la vapeur a officiellement disparu du Nord. Une 231G se met en tête du train 82, la Flèche d'Or, et prend le train. Les Pacific PLM ont travaillé partout, sauf sur l'ancien réseau de l'État. Leur transfert a suivi les différentes étapes de l'électrification jusqu'à ce que finalement les Pacific ex-PLM et les Pacific Nord d'origine PO soient finalement regroupés à Calais. Tout le monde admet que les E de Chapelon furent le summum des Pacifiques françaises, mais en comparaison avec les G et les K, les économies de 10% de charbon qu'elles permettaient étaient contrebalancées par des coûts de maintenance supérieurs. La dernière représentante de la série fut retirée du service le 10 avril 1967, après avoir, avec panache, assuré la dernière Flèche d'Or. En contraste, une 050 TQ manœuvre des voitures vides. Calais changera radicalement avec mise en œuvre du tunnel sous la Manche. Cette gare fermera alors que la ville elle-même perdra son rôle ferroviaire, les voyageurs débarquant au terminal de Coquelles, à l'écart de la ville, ou bien continuant vers Paris ou Bruxelles et au-delà par le réseau à grande vitesse. Le 11 janvier 1969, l'ère de la vapeur sur les express internationaux entre Amiens et Calais se terminait officiellement. Ici, la 231 K82 approche de Calais-Maritime en tête de son dernier train officiel, la Flèche d'Or Impair. Une courte cérémonie se déroula, puis la K fut tournée et garée à côté des 4 autres Pacifiques restantes. Des couplages de direct furent mis en service pour remplacer les Pacifiques, puis dès juin, les voitures Pullman furent retirées du service. La Flèche d'Or n'était plus un train de luxe. La vapeur sur le Nord appartenait entièrement au R. Une R approche des Fontinettes avec un train en provenance de Lille. Passant le dépôt de Lille, on observe une 242 TA. Ces locomotives furent transférées des régions 5 et 6 pour pallier un manque de machines de banlieue consécutif à la guerre. Au dépôt de Fives, une autre unité de la série quitte la plaque tournante. Les 242 TA totalisaient 150 machines, mais elles étaient en fait de 2 types. Des machines PLM comme celle-ci et une série de 30 machines d'origine Alsace-Lorraine de type prussien T20 utilisées sur la région Est. À l'origine, seules ces machines équipées de la conduite à droite avaient des parfumées. Vers la fin de la vapeur, ces machines compound à 4 cylindres partageaient les mêmes services que quelques 040D et surtout les inévitables R de l'île Délivrance. Après s'être mise en tête, une TA prend le départ avec un train pour Tourcoing. Les services locaux vers Bézieux, Orchy, via Ascq, ceux de la ligne de ceinture de Lille par Seclin et Donsinguin, et les express de Paris entre Tourcoing et Lille étaient alors assurés en vapeur. C'étaient des électriques qui assuraient Paris-Lille. Ici, une 040D prend le départ. Une autre compound approche de Lille en provenance de Tourcoing avec un express juste avant qu'une BB 12000 cabine ne se dirige vers le nord avec un train de Hasbrook ou de Dunkerque. Ces BB furent les premières machines 25 kV à être mises en service pour la SNCF, construites à partir de 1954. Un certain nombre est encore en service 40 ans plus tard. Près de Roubaix, sur la ligne de Tourcoing, une 040D assure un train à destination de Dijon.
La première voiture est un des prototypes de 1946 pour les séries DEV. Ce train LD sera ensuite assuré en électrique de Lille à Tergnier, puis en vapeur de Tergnier à Reims et enfin en diesel de Reims à Dijon. Une TA se dirige vers Lille. Les opérations vapeur du dépôt de Fives devaient prendre fin en septembre 68, mais des transferts ont continué à être assurés en vapeur sur Hasbrook jusqu'en 1969. Notre vue finale sur le nord se situe à Tourcoing, sur la frontière belge, alors que la 242 TA-76 quitte son train en provenance de Lille. Quel contraste lorsqu'on passe du nord prospère à la région ouest. La région ouest reprend les lignes de l'ancien réseau de l'État vers la côte atlantique. À Paris-Montparnasse, une 141P prend le départ haut le pied. Le terminus original a été ouvert en 1840, mais des années de développement anarchique a conduit à la construction du nouveau terminus dans les années 60. Les services de Montparnasse à Granville furent essentiellement assurés en vapeur jusqu'en 1967. Ici, une 141P nous emmène à Argentan, où une autre Mikado arrive de Montparnasse. À Argentan, à environ 190 km de Paris, les machines étaient changées. Une locomotive fraîche continuant vers Granville, située à environ 330 km de Paris. Les progrès de l'électrification Paris-Le Havre ont eu pour effet que des diesels ont remplacé les 141P sur la plupart des services de voyageurs. Les dernières 141P furent retirées du service à la fin août 68. Ici, un train pair arrive de Granville avant d'atteindre Redon sur une autre ligne desservie depuis Montparnasse. Une 241P arrive sur un train pair en provenance de Quimper avant qu'une autre Mountain ne quitte Nantes pour Le Mans. Les 35 241P furent commandés en 1945 sur le budget libéré par l'annulation des 40 dernières 141P. Une paire de Air Fuel arrive en gare de Nantes en provenance du dépôt de Blottereau, situé à proximité vers l'est. Ces scènes ont été enregistrées à l'été 1966, au moment où la région ouest avait la plus grande flotte de machines à vapeur avec plus de 600 unités. Une 231D arrive en tête d'un train impair, probablement de Tours. Ces pacifiques États ont constitué la cavalerie rapide de la région jusqu'à ce que des Mountains soient transférés de Nantes et du Mans. À la fin 66, c'était des 241P locales qui assuraient la quasi-totalité des trains sur les 185 km de ligne jusqu'au Mans. Des diesels étaient utilisés pour les services les plus rapides. Une Mountain part au dépôt pour l'entretien. Dans leurs dernières années, les Pacifiques étaient surtout mis en œuvre à l'ouest de Nantes vers le Croisic et Saint-Nazaire, bien que les tournées Tours-Vierzon et Tours, comme ici, appartiennent encore à leur programme. Nantes est devenue le dernier bastion des Pacifiques sur l'ouest. Utilisé principalement en renfort et pour des services spéciaux, les dés de Blottereau ont tenu bon jusqu'à la fin de leur ère d'été 1968, restant avec les G et les K du Nord les dernières Pacifiques en service en France. Nous arrivons maintenant au Mans. Une 241P attend de prendre en charge un train impair, tandis qu'un convoi pair arrive de Nantes. Mis sous tension en 1937, les 211 km jusqu'à Paris-Montparnasse furent la première expérience d'électrification en France destinée à des trains à grande vitesse. La vieille locomotive, à courant continu, prendra le relais de la Compound, tandis que l'autre 241P part vers l'ouest. La région ouest était unique, en ce qu'elle avait deux terminus parisiens. En plus de Montparnasse, Saint-Lazare desservait Cherbourg, Dieppe, Rouen, Le Havre, etc. Juste au sud de Rouen, on trouve Sotteville, un centre fret en pleine modernisation dans les années 60. Une 150P Nord rentre au dépôt. 115 de ces locomotives furent construites entre 1939 et 1951 pour les services lourds de marchandises. Le dépôt de Sotteville recevait souvent des visites, en particulier des machines sortant de révision aux ateliers des Quatre Mares, qui devinrent les derniers ateliers vapeur pour toutes les régions SNCF.
À l'extrémité nord du dépôt, une sélection variée de locomotives inclut une 040 TA et des Pacific ETA garés, même des 141R avec leurs bielles démontées. Les Mikado seront les dernières vapeurs de l'Ouest où les derniers feux ont officiellement été éteints le 30 septembre 1971. Une réserve froide de air sera longtemps conservée à différents endroits comme Le Mans. Une 140C manœuvre des Pacifiques. Après la Première Guerre mondiale, le gouvernement avait proposé une standardisation des Pacifiques sur le modèle des machines de l'État, ce qui n'a pas plu aux ingénieurs du Nord ni du PLM. Et il semble qu'il ne fut guère tenu compte de cette consigne. Les dés ont dû rendre les armes, mais le dépôt abrite encore une Pacifique, la G du PVC, que nous avons vue dans la séquence d'ouverture. Dans le triage, maintenant électrifié, une autre 140C en tête d'un train d'électrification. Nous prenons un Autorial X2800 pour le court trajet vers la gare de Rouen-Rive-Droite et nous passons à côté de l'ancien dépôt Nord, rempli de Pacifiques garés. Rive-Droite, à 140 km de Paris-Saint-Lazare, est la dernière gare voyageurs de Rouen. Autrefois, il y en avait 4. Maintenant, les voitures se garent au-dessus des quais et tout est électrifié. Une 141R passe en tête d'une rame de porte-voitures vide, sans doute en direction de l'usine Renault au sud-ouest de Rouen. Rive-Droite est située entre deux tunnels qui ont retardé l'électrification de la ligne du Havre, car semble-t-il, l'ingénieur responsable de la construction, Joseph Locke, n'avait pas été très généreux avec le gabarit. Cette 67 000 est sans doute en tête d'un train pour Dieppe. En traversant Dieppe, nous continuons vers la gare maritime pour effectuer la jonction avec le bateau de New Haven. La machine du train est une 68 000. Tout comme Amiens-Calais, cette ligne n'a pas justifié l'électrification. Le Havre, lui, a justifié cet investissement et ces G ont été déplacés lors de la mise sous tension des 227 km depuis Paris en décembre 1967, les services locaux étant assurés par des autorails. À Pont-Cardinet, en banlieue parisienne, une G en provenance du Havre se dirige vers Paris-Saint-Lazare. Les Pacifiques furent retirés du service sur cette section de ligne en septembre 1966 lors de la mise sous tension en 25 kV du tronçon Paris-Achères et le dépôt voisin des Batignolles fut fermé lorsque l'électrification Paris-Le Havre fut terminée. Ce dépôt fut l'un des plus grands de la région et on croit qu'il a été créé dès 1837. Il sera rasé 130 ans plus tard. Même les services de banlieue allaient être électrifiés et les 141 TD basés aux Batignolles et à Mantes allaient être réformés. Le vieux matériel réversible à 2 niveaux continue toutefois à être utilisé. Les services de banlieue de Paris-Saint-Lazare à Mantes-la-Jolie utilisèrent 40 de ces machines comparses à 3 cylindres conçues par l'Est. Et au contraire des 141 TC du Nord, les 141 TD étaient positionnés en tête des trains côté Paris. Une 231G se dirige vers le terminus en tête de voitures vides. Les Pacifiques ex-État ont continué d'être mis en œuvre sur Caen, Rouen et Le Havre, mais bientôt les trains pour Rouen seraient assurés en traction électrique jusqu'à Voisselles, puis en diesel pour les 15 km restants jusqu'à Rouen-Rive-Droite. Et les trains pour Le Havre seraient assurés de bout en bout en diesel. Là, on observe les trains de banlieue et des directs qui démarrent simultanément. Le système de l'État était dans le rouge, mais dès 1928, le renouveau est intervenu sous l'impulsion de Raoul Dautry. Les services banlieues intervenaient pour 78% des pertes et bientôt une allocation de 240 millions de francs au titre de dommages de guerre permettrait l'acquisition des TD et de matériel remorqué. Les voitures Talbot, construites à Cologne dans les années 30, précédèrent le matériel à 2 niveaux. Après l'électrification, malgré l'introduction de 35 rames inox automotrices, il fallut continuer d'utiliser 49 de ces voitures à 2 niveaux et 261 voitures Talbot pendant les heures de pointe avec les nouvelles BB 17000.
Une autre Pacifique se dirige vers Saint-Lazare. Ce furent les derniers rapides assurés en vapeur à desservir régulièrement Paris. Maintenant, de l'ouest au sud-ouest, pour une visite des lignes de la région 4. Le réseau sud-ouest relie Paris avec la frontière espagnole, et pour cela traverse le massif central par Clermont-Ferrand, aux confins du territoire du sud-est. Nous avons commencé notre voyage à Clermont-Ferrand, et après s'être dirigés vers le nord sur la ligne principale PLM, nous l'avons quitté à Ganay pour pouvoir jouir du beau spectacle de la ligne Lyon-Limoges-Bordeaux, ici à La Pérouse et Commentry. La rotonde de La Pérouse, abandonnée, est un signe de la modernisation des services de voyageurs locaux. Le but de ce parcours était d'atteindre Montluçon, un des derniers bastions vapeur du sud-ouest, mais en consultant son chèque, Mike Dreves s'est malheureusement aperçu que le seul moyen d'atteindre Montluçon était de prendre un autorail pour Ganay ou Commentry et de changer pour un autre autorail, lui en première classe seulement. Le train MB Genève-Bordeaux arrive en gare de Commentry. Il s'agit de l'X 2700 dessiné par Paul Arzins et construit à partir de 1953. Le voyage dans ces RGP2 était malheureusement un privilège coûteux. Le parcours de 10 km pour Montluçon coûtant à l'époque 21 francs, ce qui était simplement exorbitant. Montluçon était très actif, avec au dépôt, même en 1967, 4 classes de machines introuvables ailleurs. 13 141 EPLM et 6 141 FPLM presque identiques. 14 141 TA PO. 4 230G PO. Et 2 040 TX. Les 141 TA avaient été commandés par le PO entre 1911 et 1923, 30 étant construites par North British à Glasgow et les autres par Fives-Lille, SLM et le Creusot. Cette série avait été livrée pour la mise en œuvre sur les lignes du Massif central. Et on se souvient en particulier des dures conditions de service sur la ligne du Mont d'Or avec ses rampes de 35 pour 1000. Une 141 TA arrive au Mont d'Or à la gare où se fait la jonction avec la ligne principale. À l'arrivée à l'accueil, des voitures sont ajoutées à l'arrière du train Clermont-Ferrand-Bordeaux. L'autre train célèbre est le Thermal Express, dont les voitures directes pour Paris-Austerlitz continuaient via Clermont-Ferrand, Saint-Quaise, Vierzon et Orléans. Ensuite, nous continuons sur cette difficile transversale vers Bordeaux, derrière une diesel, en laissant la ligne du Mont d'Or sur notre gauche. La ligne du Mont d'Or fut proposée pour la fermeture dans les années 60, à une époque où la SNCF voulait liquider environ 10 000 km de lignes voyageurs. Mais en fait, elle a réussi à survivre. Un peu d'activité en traversant Aigurande, avec 2 types de 141, puis l'arrivée à Ussel, terme de notre voyage vers l'ouest. Des diesels manœuvrent tandis que les 141 TA se reposent au dépôt. Nous prenons le train 2006 qui part à 13h55 pour Paris au bon soin d'une 141E de Montluçon. Et à Aigurande, Merline, une autre 141E se dirige vers Ussel. Les trains pour Paris qui partaient vers le nord étaient souvent équipés de voitures supplémentaires en provenance du Mont d'Or, attelées à La Caille, à 22 km de là. Inversement, les voitures pour le Mont d'Or y étaient dételées des trains se dirigeant vers le sud. Il s'agit là de la ligne la plus directe pour la traversée du Massif central. Le dépôt de Montluçon est aperçu alors que l'on arrive d'Ussel. Notre machine se dirige vers le dépôt, tandis qu'une R prend le départ avec le train 2006. À Vierzon, la R est remplacée par une machine électrique pour le reste du parcours vers Paris-Austerlitz.
À la mi-67, le dépôt de Vierzon avait un parc de 36 de ces Mikados américaines. Les 198 km jusqu'à Paris ont été électrifiés en 1936 en 1500 volts continus. Une 230G nous croise en tête de marchandises. Cette série s'est éteinte à Montluçon. Ce fut la dernière série de 230 utilisée par la SNCF. Vierzon est devenu le dernier dépôt vapeur de la région sud-ouest. En décembre 1971, il était un de ces 7 derniers dépôts vapeur français qui entretenaient un total de 100 machines, des R et des 140C. Ici, une Air Fuel quitte le triage avec un marchandise. Au dépôt, une Mountain est préparée pour le train de Nevers. En 1967, ces machines avaient été mises en service sur 5 régions SNCF et quelques unités de la série avaient été mutées du Mans sur Nevers lorsque l'électrification de Rennes avait été réalisée. À Nevers, c'étaient des trains plus légers qui les attendaient, mais sur des rampes plus sévères. Nous voyageons maintenant vers le sud depuis Vierzon dans la cabine d'une BB 4100 pour le voyage vers Limoges. Le fleuron de la ligne était à l'époque le Capitole de 6 heures, qui circulait à plus de 300 km à l'heure sur certaines sections des 708 km de ligne entre Paris-Austerlitz et Toulouse. Après les pénuries de combustible de la Première Guerre mondiale, car la plupart des mines françaises étaient aux mains de l'ennemi, le ministère des Travaux publics avait voulu définir le meilleur système d'électrification pour les lignes du PO et du Midi. Les locomotives que l'on observera au cours de ce voyage furent influencées par l'électrification de Shildon à Newport sur le North Eastern Railway en Grande-Bretagne. Nous faisons une pause à Saint-Sulpice-Laurière avant de passer devant le dépôt. Cette ligne était une extension de la ligne Paris-Orléans originale et Limoges fut atteint en 1860, mais la ligne du Capitole ne fut pas terminée avant les années 1890. Un accord entre les compagnies du PO et du Midi a eu pour résultat le PO Midi, qui a commencé à fonctionner dès 1934. Il ne s'agissait pas d'une fusion entre deux compagnies, mais l'ensemble du système était mis en œuvre de manière unifiée. Ces scènes de machines Midi et d'une rame automotrice furent filmées à Limoges. À la nationalisation, les lignes Midi originales furent d'abord partagées entre les régions 4 et 5, puis un certain nombre de lignes appartenant à ces deux régions, sud-ouest et sud-est, furent regroupées pour former la région 6 Méditerranée. Sur cette région, nous nous embarquons pour un voyage de Neussargues à Narbonne avec un retour via le Cévenol vers Clermont-Ferrand. Les supports de caténaires en forme d'arche gothique identifient cette portion de la ligne des Causses comme d'origine typiquement Midi. La compagnie avait eu une politique d'électrification systématique basée sur le 12 kV alternatif généré par ses propres centrales hydrauliques. Ouverte en 1892, cette ligne au profil très difficile fut électrifiée en 1931. Là, nous arrivons à Béziers avant de continuer sur Narbonne. Une R se met en tête d'un train pour la frontière espagnole à Portbou. Narbonne fut l'un des derniers dépôts vapeur de la SNCF, et ce jusqu'en 1972. À 7, environ 50 km à l'est, le Midi rejoint le PLM. Un diesel Coferna fait des manœuvres. Une R traverse la gare de Nîmes. Nous avons poursuivi notre voyage vers l'est en suivant la ligne Bordeaux-Marseille sur sa section ex-PLM. Le Midi avait espéré continuer son développement vers l'est depuis 7, mais le gouvernement de l'époque avait refusé la concession à un rival du PLM, établissant ainsi un monopole de fait. Un court voyage vers Miramas inclut la traversée du pont sur le Rhône entre Beaucaire et Tarascon. À Miramas, le grand centre d'activité marchandises de la région, on observe une R se dirigeant vers l'ouest, tandis qu'une 2D2 part vers l'est. En juillet 1966, l'ensemble de la flotte vapeur de la région Méditerranée était constitué de Air Fuel basés sur 5 dépôts. Miramas avait l'effectif le plus important avec 57 unités. Le Mistral Paris-Marseille passe en vitesse. On observe le matériel de 1956 qui sera seulement remplacé en 1968. Autre classique de la Riviera, un autorail panoramique, surtout connu pour leurs prestations sur le Cévenol entre Nîmes, Clermont-Ferrand et le Mont-d'Or. Nous prenons place à bord d'un de ces X4200 pour le voyage sur la ligne des Cévennes, qui vers le nord a des rampes de 25 pour 1000.
et sans un tunnel et de multiples viaducs sur la section d'environ 145 km entre la Grande Combe et Langeac. Contrastant avec ces autorails modernes, il y avait encore de la vapeur sur la ligne principale, plus au nord. Les express de Clermont-Ferrand à Paris-Lyon furent parmi les plus célèbres auprès des amateurs de la fin de la vapeur. Une 241P quitte le dépôt de Clermont-Ferrand pour se mettre en tête du train 1110 au départ à 8h35 vers Paris-Lyon. La ligne du Bourbonnais entre Clermont-Ferrand et Morel-et-Sablons fut le territoire des puissantes Mountains du dépôt de Nevers jusqu'au début 1969. Nous approchons maintenant de Vichy. Les Pacifics furent remplacés sur les trains les plus lourds en 1946 par des Mikados américaines et après 1958, des 241P furent introduites pour permettre les premières circulations à 100 km/h. À Nevers, la machine de notre train est remplacée après un parcours d'environ 160 km et elle rentre au dépôt. À la mi-66, les 241P étaient encore alloués à 3 régions. L'Est en mettait en œuvre 8 depuis le dépôt de Chaumont, l'Ouest 15 au Mans, et il y en avait 11 à Nevers sur ces trains, ainsi que sur des trains de Vierzon, jusqu'à la dieselisation complète de cette ligne au printemps 1968. Plus de 100 Airfuel étaient aussi alloués au dépôt de Nevers, et c'est l'une d'entre elles qui apparaît pour prendre en charge le train 1110. Une aire est limitée à 100 km/h alors qu'une 241P peut rouler à 120 km/h. Une accélération rapide est le seul moyen de faire l'heure et les passagers en sont quittes pour une marche musclée. À Nevers, une X 2720 de première classe arrive de Paris. C'est le Bourbonnais vers Clermont-Ferrand. La RGP 1 est une machine postérieure à la RGP 2 déjà observée à Commentry. Le 1 indique la présence d'un seul moteur plus puissant au lieu de 2 précédemment. Le seul autre autorail de première classe sur la ligne s'appelait l'Auvergne. Le style d'avant-garde de ces autorails était dû à Paul Arzins, qui est en grande partie à l'origine de l'image classique de la SNCF après la Deuxième Guerre mondiale. Une 241P quitte le dépôt pour prendre le train 1109 vers Clermont-Ferrand, dont l'origine était à Paris-Lyon à 18h57. Pour cette paire de trains, les 1109 Clermont-Ferrand et 1110 Clermont-Ferrand-Paris, il y avait un relais de traction à Nevers, la section en vapeur s'étendant au nord de Nevers à Morel-et-Sablons sur environ 190 km. Une autre Mountain arrive avec un autre train de Paris. Au total, il y avait encore 350 km de ligne avec de la traction vapeur, mais seulement sur quelques trains. Dès le début de 1966, les BB 67000 diesel électriques de Clermont-Ferrand allaient assurer une partie des services voyageurs. La ligne suit en parallèle celle de Dijon et Lyon et par conséquent, elle ne fut pas proposée pour l'électrification. C'est la mise en œuvre de vapeur sur les express qui a causé le transfert d'un nombre croissant de 241P vers cette zone au fur et à mesure que l'électrification les retirait du service actif ailleurs. Ici, une machine de Morel-et-Sablons rentre au dépôt. En janvier 1969, alors que les dernières Pacifiques étaient éteintes sur le nord, 3 241P furent déclarés en excédent à Nevers et l'introduction de CC 72000 diesel électriques sur le train de Bourbonnais mettait un terme au service régulier de ces vapeurs depuis Nevers. Cette machine, la 241P7, allait devenir la dernière de la série sur le sud-est, gardée seulement pour des services spéciaux parmi les inévitables airs qui continuaient à assurer des marchandises dans la région. Un train pair, le 1110, reçoit un supplément de 3 voitures à Nevers pour la fin du voyage vers Morel-et-Sablons et Paris. C'est une opération quotidienne à l'exception des samedis. En sens inverse, on enlevait 3 voitures au train de Paris tous les jours, sauf les vendredis. Alors, c'était un train plus lourd, environ 600 tonnes, qui allait sur Clermont le vendredi soir
et revenait sur Paris le lendemain matin. Ici, Mike Dreaves a rejoint l'équipe de conduite pour le voyage sur Morel-et-Sablons. C'était une habitude à la SNCF de donner une prime aux mécaniciens pour faire l'heure, rattraper les retards résultant des causes extérieures et garder une conduite économique. Par contre, les excès de vitesse détectés par l'enregistreur de vitesse Flaman étaient puissables. Le 1100 traverse à toute vitesse une halte. En arrivant à Morel-et-Sablons, on remarque sur la gauche la curieuse remise à 2 voies dont une seule est électrifiée. À partir d'ici, c'est une électrique qui va prendre notre train en charge. Nous nous séparons de notre équipe de conduite. Les 241P ont été conçus pour fournir des machines à 4 essieux moteurs pour les PLM, le concept de la 241C1 PLM ayant la faveur au détriment de celui de la 240P Chapelon, pourtant bien supérieur. Mais les 241P étaient vraiment de magnifiques machines. Morel-et-Sablons est situé à 68 km de Paris-Lyon dans un triangle. À l'est de la gare, on trouve la ligne principale Paris-Dijon-Lyon et une 2D2 passe sur un marchandise se dirigeant vers le nord. Contrastant avec la ligne impériale qui relie les 3 plus grandes villes de France, la R1275 arrive de Nevers en tête d'un marchandise aussi vers le nord. Le besoin pour les trains de marchandises nord-sud d'éviter la ligne principale PLM était une des raisons d'être de la ligne de Nevers non électrifiée et la raison du haut niveau d'activité vapeur à Morel-et-Sablons. Au dépôt, une 241P et une R attendent leurs prochaines affectations. À Saint-Germain-des-Fossés, 290 km au sud, la 241P6 arrive sur un train pour Clermont-Ferrand et de là, nous quittons la ligne principale pour aller vers Saint-Étienne et Lyon, une importante artère nord-sud pour les marchandises. À Saint-Étienne, c'est une paire de Mikados américaines qui arrive du nord. Saint-Étienne constitue le terme de notre tour de la SNCF dans les années 60 et c'est à peu près le site où le premier chemin de fer a vu le jour en France, précisément à Andrézieux en 1827. À la mi-66, le parc vapeur y était entièrement constitué de R et dans les dernières années, il était géré comme une annexe de Saint-Germain-des-Fossés. Une autre paire de R se prépare à prendre en charge un marchandise. Le célèbre André Chapelon est né tout près de là. Après des débuts au PLM, il a rejoint le PO avant la nationalisation. Il semble ironique que ce soit des R américaines, machines à simple expansion, qui représentent les dernières vapeurs françaises. Mais la vapeur d'origine française restera dans le souvenir grâce aux nombreuses compounds pour la conception desquelles Chapelon avait la maîtrise.